Moi, je m'appelle Fanny, je travaille à l'Alliance française de Vancouver, donc au Canada, et on essaye tant que possible de proposer des activités et des événements autour de la francophonie, de la littérature, du cinéma. Et chaque mois ou chaque 2 mois, on vous propose un club de lecture. C'est un moment pour essayer de partager sur notre amour des mots, des livres. Dans ce cadre-là, on a eu la chance de trouver un partenaire génial, qui est le Centre de la francophonie de UBC, et avec qui on travaille, et notamment qui nous, entre guillemets, met à disposition, qui s'implique avec la présence d'un modérateur ou d'une modératrice. Donc aujourd'hui, ce sera Vincent Gélinas-Lemaire qui va un peu prendre en main la discussion pour cette séance un peu spéciale, parce qu'on est en présence de l'autrice du livre que nous allons étudier aujourd'hui, qui est Elisa Chouet du Sapin. Merci beaucoup, Elisa, d'être présente avec nous depuis la Suisse. Donc ici, on est au petit déjeuner et on est très content de commencer la journée comme ça. Et voilà, avant de vous laisser la parole à Vincent et Elisa, je voudrais remercier aussi le consulat général de Suisse à Vancouver, qui permet cet événement, qui soutient l'événement. Donc je vais laisser Monsieur Andreas Hofer dire quelques mots. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Andreas Hofer, le consul général de Suisse, ici en Vancouver. Bonsoir, je dirais en Suisse. Elisa Chouet du Sapin, très ravie de faire votre connaissance online, virtuellement. J'ai entendu parler beaucoup de vous par mes collègues, précisément par Stéphanie, qui a initié cet événement avec vous. Donc, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire votre livre, mais je vais le faire très, très bientôt. Donc, ravi d'être ici parmi vous, d'écouter. Je suis content d'apprendre un tout petit peu plus sur ce livre, Hiver Sokcho. Et donc, j'aimerais aussi remercier l'Alliance française qui a toujours été un très bon partenaire avec le consulat de Suisse. Et puis, c'est aussi en partenariat avec le Vancouver Writers Fest, cet événement. Donc, on aura un deuxième événement un tout petit peu similaire le 20 octobre dans le cadre du Vancouver Writers Festival, dont on aura aussi Elisa Chouet du Sapin nous joindre virtuellement. Donc, je serai là aussi. Et avec ça, tous mes remerciements à tout le monde. Merci d'être ici. Et puis, ouais, je me réjouis de cette conversation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Vincent, je te laisse le lead. Merci. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à Elisa Chouet du Sapin, qui, c'est un peu dommage, aurait pu venir nous voir pour nous parler en personne de son livre, qui après tout est sur le voyage et sur la découverte et la rencontre entre les cultures. Et d'ailleurs, on a un excellent étivant sur place qu'on aurait pu vous fournir pour vous rappeler votre Suisse natale. Donc, vous n'auriez pas été complètement dépaysé. Alors, je voulais savoir d'abord si vous vouliez vous présenter en quelques mots, présenter d'ailleurs vos nouveaux livres, parce que Hiver à Sokcho, c'est votre premier, mais vous en avez publié 2 autres depuis. Est-ce que vous voulez parler quelques minutes et ensuite on pourra s'attaquer à votre livre qui était au programme pour le club de lecture? Déjà, bonsoir à toutes et tous. Je suis très honorée en fait de pouvoir me dire que je suis en train de parler. Alors ici, c'est plutôt l'heure de l'apéro en Suisse, mais à l'autre bout du monde, plus ou moins en direct. Ça me touche beaucoup parce que je pense que mes livres sont très intimement liés à ma biographie, même si ce sont des fictions. Et en l'occurrence, je suis née en France. J'ai emménagé en Suisse avec ma famille à l'âge de 7 ans, dans le Jura. Et j'ai grandi vraiment entre la France, la Suisse, mais aussi la Suisse romande, mais aussi la Suisse alémanique.
parce que mes grands-parents sont arrivés en Suisse dans les années 70 pour diriger l'orphelinat coréen du village Pestalozzi en Appenzell. Et du coup, j'ai vraiment eu l'habitude de parler, enfin, dans ma famille, on parlait le suisse-allemand, l'allemand, l'anglais, le coréen, le français. Et tout se mélangeait vraiment plus ou moins harmonieusement, on va dire ça comme ça. Et à l'âge de 13 ans, j'ai fait un premier voyage en Corée du Sud, dans mon pays maternel, enfin le pays de ma mère, on va dire ça. Et ça a été une vraie révélation pour moi, qui ne me sentais nulle part chez moi. Contrairement à tous mes camarades d'école qui avaient vraiment une notion très ancrée du territoire, de la patrie. Le Jura est un canton en Suisse où vraiment la question de l'identité est très forte, très marquée. Et moi, je me sentais, j'étais toujours décrite comme l'asiatique finalement en Europe. Et quand j'ai commencé à aller en Corée, j'ai retrouvé quelque chose qui était très intime pour moi, puisque j'avais été élevée avec la nourriture coréenne à la maison, la langue aussi, toutes les cérémonies traditionnelles, mais sans jamais découvrir finalement d'autres personnes qui le faisaient. Et en arrivant en Corée, en ayant l'impression que tout d'un coup, tout le monde était un peu comme ma famille maternelle, ça a été l'impression que je retrouvais une part de moi, et à la fois me faisait toujours comprendre que j'étais l'étrangère, l'occidentale. Donc c'était comme l'inverse de ce que je vivais en Europe. Et à partir de ce moment-là, je crois que j'ai commencé à développer une sorte de quête identitaire très forte sur la question de comment communiquer quand on porte en soi des langues qui sont très, très différentes, qui ont même des structures linguistiques différentes. Qu'est-ce que ça veut dire finalement d'habiter un pays en se sentant étranger, mais à la fois plus proche de ce pays-là quand on est à l'autre bout du monde. Enfin, beaucoup de questions émergeaient et auxquelles parfois je trouvais des formes de réponses dans la littérature, dans les textes que je lisais. Et j'avais très envie peut-être d'écrire moi-même, mais je n'osais pas du tout le faire en me sentant bien trop écrasée sous le poids de tous ces modèles. Et à partir du moment où j'ai été au lycée, j'ai eu des professeurs de français qui étaient vraiment formidables et qui m'ont encouragée à commencer à écrire. Et là, j'ai développé des premiers textes assez autobiographiques. Je ne me doutais pas du tout à ce moment-là, donc j'avais 17 ans, que 3 ans plus tard, à 21 ans, je mettrais le point final à ce roman qui est devenu Hiver à Sokcho. Donc, de premiers textes autobiographiques, j'ai inséré quelques scènes qui sont ensuite devenues de la fiction, mais vraiment tout le processus d'écriture pour moi a commencé à l'âge de 17 ans au lycée. Et à partir de ce moment-là, je n'imaginais jamais devenir auteur, publier quoi que ce soit, donc j'ai rangé ce texte dans un tiroir. J'avais quand même fait des études à la Haute École d'Art de Berne, dans ce qui s'appelle l'Institut littéraire suisse. Mais pour moi, c'était uniquement dans une démarche vraiment personnelle d'approfondir ce travail d'écriture, mais vraiment pour moi. Sinon, j'avais envie de travailler plutôt dans le théâtre. Je travaillais comme comédienne aussi. Et à la fin de ce premier bachelor à l'École d'Art de Berne, j'ai commencé un master à l'Université de Lausanne. Et entre-temps, en fait, mes anciens professeurs m'avaient dit mais il faut que tu envoies ce manuscrit à des éditeurs et tout ça. Puis moi, je leur disais mais enfin, non, c'est pas possible, c'est trop personnel, c'est trop intime, ça va intéresser personne. Et finalement, je me suis laissée convaincre en me disant tant qu'à faire, autant l'envoyer uniquement aux éditeurs auprès de qui ce serait le rêve absolu pour moi d'être publié. Et sinon, en fait, j'avais aucun regret puisque c'était même pas vraiment un but en soi. Et je l'ai du coup envoyé à 3 maisons en France et une maison en Suisse. Et j'ai eu vraiment la chance de recevoir des réponses positives auprès de gens formidables qui ont transformé ce manuscrit en roman. Et au roman, en livre, on va dire ça. Et à la parution, ça faisait que 6 mois en fait, que j'étais à l'université. Le texte a paru et là, j'ai littéralement plus eu le temps d'aller en cours parce que j'ai été confrontée à quelque chose que je ne connaissais pas du tout, c'est-à-dire la promotion en fait, d'un roman dans le circuit professionnel en fait, du livre. Et ça a été un tourbillon qui s'est finalement jamais arrêté et qui continue de me surprendre. J'ai eu la chance de recevoir des prix et des bourses qui m'ont permis de prendre du temps pour continuer d'écrire. Et
Et donc, bah, voilà, le processus a vraiment continué. Et j'ai ensuite publié un deuxième roman 2 ans plus tard qui s'appelle Les billes du pachinko, qui se passe au Japon. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient de la Suisse et qui va retrouver ses grands-parents coréens, mais exilés au Japon depuis la guerre de Corée. Et c'était un thème qui m'interpellait parce que depuis 8 ans, j'allais plusieurs mois par année au Japon, dans le cadre à la fois du travail et aussi un cadre privé. Et le fait de très bien connaître la Corée et d'apprendre à connaître le Japon m'a sensibilisée au fait, à la question politique entre les deux pays et au conflit encore relativement latent qui existe aujourd'hui, même si la guerre date de plusieurs décennies en fait. Et là, il y a une grande communauté coréenne au Japon, mais qui est en fait très mal intégrée. Et je pense que ces questionnements, enfin, voilà, ont créé beaucoup d'écho en moi et ce roman est né suite à des rencontres de Coréens au Japon. Et c'est un roman que j'ai écrit dans le cadre d'une résidence qui m'a été permise d'ailleurs grâce à la Confédération suisse, en fait, à New York pendant 6 mois, où j'ai vraiment pu mettre à disposition toute cette liberté de temps pour continuer ce processus qui a été... J'ai eu la chance de pouvoir aller à New York parce que la réception et je pense tout finalement le succès en fait de Hiver à Sokcho m'avait comme un peu disons, j'arrivais plus à écrire parce que je crois que j'étais trop je me sentais un peu pétrifiée, je crois, par le poids d'une forme d'attente du deuxième roman et je me rendais compte que je n'écrivais plus du tout de manière authentique en fait. Et la distance des États-Unis m'a permis d'oublier en fait le public, la réception et de recentrer quelque chose d'essentiel en moi. Et puis est venu ensuite un troisième roman, finalement 2 ans encore plus tard, donc en 2020, l'année passée, un troisième roman qui s'appelle Vladivostok Circus et qui, lui, est né d'un voyage que j'ai fait pour Port-Entruy, donc une petite ville du Jura suisse, jusqu'à Séoul et Tokyo, en train et en bateau, parce que je voulais une fois aller en Corée sans prendre l'avion. Et dans ce train, j'étais dans un autre projet de roman qui devait justement se passer à New York d'ailleurs. Un roman qui était assez laborieux, j'avais du mal en fait à travailler dessus. Et à Moscou, j'ai fait la rencontre d'un trio à la barre russe, c'est une discipline de cirque. Et puis en fait, j'ai vraiment été fascinée par la notion de confiance qui doit régner entre ces 3 personnes dans une des disciplines les plus dangereuses du cirque. Et ça m'a tellement marqué qu'en fait, du jour au lendemain, j'ai changé de projet et j'ai écrit ce roman, un premier jet dans le voyage en train. Et puis, voilà, petit à petit, je prends toujours beaucoup de temps en fait pour écrire, donc ça a mis plusieurs l'année d'après, j'ai retrouvé ce trio. Je suis allée avec eux plusieurs mois à Budapest, au Cirque National où ils étaient en train de travailler. Et je me suis complètement immergée dans le projet et là, le livre est devenu ensuite mon troisième roman. Et en ce moment, je travaille sur un roman qui, a priori, devrait se passer aux États-Unis. Je reprends le projet qui avait été mis en stand-by. Donc, ou peut-être au Canada, je ne sais pas encore d'ailleurs. Je décide de choses au final très importantes, mais souvent très tard dans le processus d'écriture, en fait, paradoxalement. Je vous recommande chaudement le Canada parce qu'on a beaucoup de points en commun avec la Suisse en tant que pays plurilingue et on a aussi des classiques de notre littérature qui se déroulent en Suisse, particulièrement chez Hubert Aquin. Prochain épisode, je ne vais pas entrer dans mes propres divagations de professeur, mais je crois qu'il y a des liens à faire ici à pousser. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur Hiver à Sokcho. Je sais que tout le monde n'a pas pu le lire pour aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose comme structure, c'est de faire un court résumé. Je vais m'y tenter d'abord et si Elisa veut rajouter quelque chose, bien sûr, elle pourra. Et ensuite, je lui poserai quelques questions sur le livre et on pourra ouvrir pour une période de questions pour vos propres interrogations de lecture, vos commentaires ou développer sur d'autres sujets qu'on a commencé à ouvrir aujourd'hui. Alors, je commence par un rapide résumé. C'est évidemment un peu hasardeux parce que ce n'est pas un roman. Je voyais qu'Elisa aussi hésitait sur le terme. C'est un livre parce qu'il y a c'est un livre poétique
où on est dans le mouvement, dans l'exploration, plutôt que dans une aventure à résoudre. Donc, voilà, je m'y tente. En gros, nous accompagnons une narratrice qui est une jeune adulte. Elle a terminé ses études à Séoul il y a peu. Elle revient à Sokcho. Et c'est maintenant l'hiver, un hiver assez morne sur cette ville de la côte est de la Corée du Sud, qui est proche de la frontière avec le Nord. Et son travail, c'est de participer à l'entretien d'une pension plutôt décatie, dont l'un des clients qui arrive dès la première page se nomme Yann Kerrand, ou Kerrand. Comment est-ce que je dois le prononcer? Moi, je dis Kéran, en fait, à la bretonne. Parfait. Donc, Yann Kerrand, et elle apprendra qu'il vient de Normandie et qu'il est dessinateur de bande dessinée. Et elle s'intéresse peut-être à lui à cause de ses origines lointaines. Elle a elle-même étudié la littérature française, elle rêve d'ailleurs. Et aussi, son père, lui-même français, et elle ne l'a pas connu. Elle s'interroge sur ce personnage qui arrive de si loin pour arriver en hiver dans une ville balnéaire qui est plutôt froide et grise l'hiver. Et donc, elle veut essayer elle s'intéresse à ce personnage dans une relation un peu de chaud-froid, en même temps qu'elle continue à vivre sa vie avec son petit copain, son petit ami coréen, modèle, et sa mère qui est poissonnière. Et donc, elle est volontiers agacée par les manies de ce dessinateur, mais va choisir de l'accompagner dans des petites aventures autour de la région, l'observer dessiner, cuisiner pour lui des plats qu'il ne goûtera pas. Elle parle le français, elle est relativement habile dans la langue, mais elle est honteuse de son niveau de français. Elle va tenter de lui cacher qu'elle étudie la littérature et qu'elle peut se débrouiller, alors qu'ils doivent communiquer tous les deux dans une langue qui leur est étrangère, l'anglais, la langue internationale de la transaction. Elle va aussi s'inquiéter justement qu'il puisse découvrir son copain coréen, même si on n'est pas certain de cette relation, de ses problèmes potentiels. Donc, il y a cette histoire humaine, mais Sokcho, la ville, est un des objets principaux du texte. Donc, on va découvrir quelques repères de la vie quotidienne dans cette ville d'hiver, certains détails sur ses environs, la dynamique de la petite famille de la narratrice, les étapes de ses recettes qui ne sont pas toujours réussies, et des recettes de sa mère, car elle travaille le fugu, ce poisson dangereux qui demande une certification pour pouvoir le cuisiner ou le préparer. On va aussi découvrir l'inquiétude de la narratrice face à la Corée du Nord si proche, qui maintient un sentiment de menace bien différent de ce que vit Kerrand avec ses propres plages de Normandie qui, elles aussi, ont vu la guerre. Elle va s'intéresser à ses dessins, à ses hésitations, à celles de Kerrand, qui préfère toujours le noir et le blanc pour ses dessins, pour jouer avec les traits forts et avec la lumière. Il aime flouter les visages de tous ses personnages, sauf de celui qui est proche de lui-même, son archéologue, qui est au centre de ses bandes dessinées. Le texte lui-même va se terminer sur la découverte par la narratrice de son carnet de croquis, où il a pour une fois ajouté des couleurs vives. Et donc, on ne termine pas le texte sur une résolution claire ou nette, mais on reste sur les tiraillements de la narratrice qui ne semble pas véritablement comprendre ou vouloir confronter tous ces tiraillements dans son identité. Donc, voilà mon petit résumé en 2 minutes. Est-ce que Elisa voudrait rajouter quelque chose? Moi, je vous remercie surtout pour cette description qui me semble vraiment détaillée. C'est assez rare que quand on résume le texte, il y ait autant d'éléments, en fait. J'ai même l'impression des fois de découvrir ou redécouvrir des choses auxquelles je ne pensais en tout cas pas pendant l'écriture, en fait, et qui d'un coup me paraissent faire un réseau de sens très inattendu pour moi, en fait. Merci, c'est l'avantage de notre position côté de la critique. On peut travailler longtemps un texte que vous avez travaillé plus tôt et on se le partage d'une certaine manière. Et donc, ça me mène à une première question pour vous. C'est en lien avec ce que vous nous avez expliqué plus tôt sur votre parcours. J'aimerais citer 2 passages et vous demander ce que vous faites de leur rapport. Ces 2 passages où la narratrice parle de Kerrand, donc ce visiteur français qui arrive à Sokcho en hiver. Et elle dit à la page 20, « Il ne connaîtrait jamais Sokcho comme moi. On ne pouvait pas prétendre la connaître sans y être né, sans y vivre l'hiver, les odeurs, le poulpe, la solitude.
alors qu'à la page 126, donc à l'autre extrémité du livre, elle dit « Il n'avait pas le droit de partir, de s'en aller avec son histoire, de l'exhiber de l'autre côté du monde. Il n'avait pas le droit de m'abandonner avec la mienne qui se dessécherait sur les rochers. » Alors, vous-même, vous n'êtes pas natif de Sokcho, vous n'y vivez pas vos hivers, alors comment est-ce que vous répondez à ces questions que votre narratrice pose à Kéran? Je crois que c'était toute la gageure de l'écriture de ce livre, de ne surtout pas être dans de l'exotisme, en tout cas, avec la venue d'un étranger, surtout pas une histoire d'amour entre deux personnes à l'autre bout du monde. C'était les écueils dans lesquels j'avais vraiment pas envie de tomber, dans la mesure du possible. Parce que pour moi, la démarche fondamentale, c'était, je crois, d'essayer de prendre une forme de revanche sur toutes les fois où, au sein même de ma famille, en fait, quand j'étais en Corée, on me faisait comme ça sentir combien j'étais justement l'étrangère, que je ne serais jamais intégrée. Alors que, en fait, j'avais l'impression de comprendre intimement ce qui se passait et mes proches là-bas. Et à ce moment-là, c'était aussi un moment où je perdais petit à petit la langue coréenne au profit du français et de l'allemand, que je parle vraiment mieux que le coréen, même si je le comprends très bien. Et je crois que c'est aussi un livre que j'ai eu besoin d'écrire pour tout ce que je ne peux pas ou plus dire en coréen. Ça a fait que j'ai imaginé un personnage, une narratrice qui serait un peu un miroir inversé de moi, c'est-à-dire une fille qui, elle, est née en Corée et ne connaît l'Europe qu'à travers la littérature. Et puis, donc, une fille eurasienne, en fait. Mais après, bon, j'ai trouvé quelques astuces pour me débarrasser de personnages secondaires qui ne m'intéressaient pas trop, par exemple le père, dans l'histoire. Donc, elle n'a jamais connu son père, mais disons que ce qui est important pour moi, c'était vraiment d'essayer de trouver un point de vue qui soit crédible en tant que, je mets vraiment des guillemets, vrai coréen. Et je pense que c'est pour ça que j'avais aussi besoin d'amener un personnage qui, lui, viendrait de l'autre bout du monde, en l'occurrence d'un endroit que je connais bien pour plus me... Je ne peux pas écrire, je crois, sur des choses que je ne connais pas d'une manière ou d'une autre. Et je pense que j'ai très peu d'imagination, d'ailleurs, pour ça aussi. Mais ce regard extérieur me permettait de mettre encore plus en lumière, je crois, les frictions intimes que j'avais besoin d'exprimer, qu'elles soient au niveau de la langue. C'est pas parce qu'on partage une même langue, en l'occurrence, Kéran et la narratrice parlent anglais, mais donc ils se comprennent au niveau linguistique, mais ils ont tellement leur bagage culturel et personnel qui se rajoute par-dessus qu'en fait, ils ne se comprennent pas du tout. Ils sont toujours dans des hiatus, dans des non-dits ou des formes de malentendus. Et c'est quelque chose qui est très fort chez cette narratrice qui, elle, a tellement de complexes, en fait, déjà vis-à-vis d'elle-même, de son propre corps. Elle est très mal dans sa peau, elle a comme beaucoup besoin du regard des autres pour avoir l'impression d'exister. Mais les images qui lui sont renvoyées d'elle par son entourage, sa mère et son petit ami, ne correspondent pas du tout à quelque chose en quoi elle se reconnaît. C'est-à-dire c'est une forme d'obsession de la perfection physique ou alors un modèle féminin comme ça qui semble aujourd'hui vraiment arriéré par rapport à la question de la femme dans la société, par exemple. Et tout d'un coup, cet homme arrive et puis il dessine des femmes qu'elle admire et puis elle ne se rend même pas compte que finalement c'est elle qu'il est en train de dessiner, mais elle se voit tellement pas qu'elle ne se rend pas compte de ça. Et donc, il y a comme une forme de grande frustration qui naît en elle, et même une forme de jalousie. Et elle a comme en fait, lui, il lui demande quand même des services. C'est à travers elle qu'il peut découvrir son pays. Et finalement, elle a comme l'impression, d'une certaine manière, de lui donner quelque chose qu'elle a l'impression qu'il apprécie au final, ou en tout cas dont il tire quelque chose de positif pour lui, alors qu'elle ne reçoit en retour qu'une forme de frustration, en fait. Et même peut-être en miroir toute la violence de ce qu'elle ressent vis-à-vis d'elle-même. Donc j'ai l'impression que quand elle dit « il ne connaîtrait jamais Sokcho » et tout ça, c'est moins... comment dire, c'est moins dans la réalité qu'il ne connaîtrait jamais Sokcho parce que c'est un étranger que le reflet, je crois, de sa colère.
voilà, dans la voix de la narration. Et oui, j'ai vraiment l'impression que c'est plus la construction du personnage qui m'a fait écrire ça, que en tout cas un point de vue personnel en tant qu'auteur, en fait. Merci. Si je peux continuer sur ce que vous venez de dire, c'est quand même un pari littéraire de mettre de l'avant une narratrice dont les émotions sont la frustration, l'agacement, et donc des émotions qui normalement sont un peu grises, donc qui sont entre deux. Et d'ailleurs, vous avez choisi de représenter vous-même Sokcho d'une certaine manière en noir et blanc parce que c'est l'hiver. Et la narratrice, à un certain moment, s'énerve. Elle dit à Kéran, vous allez représenter dans vos dessins notre ville, la Corée, alors vous devriez attendre que les bambous repoussent, que les cerisiers soient en fleurs. Et lui, en fait, se plaît à peindre ce paysage réaliste de la ville balnéaire l'hiver. Donc, on a ce sentiment, et chez la narratrice et chez Kéran, du travail du noir et blanc, du travail des zones un peu moins, justement, fleuries, un peu moins, qui sont moins dans le poster. Alors, pourquoi ce choix de peindre Sokcho l'hiver et une narratrice un peu bloquée, un peu frustrée? En fait, je pense que au départ, c'était pas un choix, parce que je ne travaille que à travers des intuitions et des émotions au départ. Je crois vraiment que je puise tout ce que j'écris d'un besoin d'exprimer des émotions qui sinon sont trop fortes en fait en moi-même. Et c'est pas du tout une démarche intellectuelle. Donc, en l'occurrence, je me suis jamais dit je vais voilà, choisir qu'il y aura une ambiance de froide, de quelque chose de rude. Je crois que c'est parce que, et là je peux que l'analyser après coup en fait, mais et il y a aussi des choses qui s'amalgament avec le retour de la critique qui a parlé de mon texte, qui m'a, comme je vous l'ai dit aussi avant, qui m'a fait prendre conscience de choses auxquelles je n'avais pas du tout pensé au moment de l'écriture. Ce que je peux dire aujourd'hui, après plusieurs années, en tout cas après la fin de l'écriture du texte, c'est que je pense qu'il y avait vraiment beaucoup de violence en moi à l'origine de ce texte-là. Comme un besoin de hurler des mots qui ne pouvaient pas venir. Et petit à petit, comme j'ai développé cette histoire à la frontière de la Corée du Nord, que je me suis rappelé un voyage que j'avais fait en Corée, à Sokcho, des années auparavant, mais complètement par hasard. Et à ce moment-là, m'est revenue en mémoire cette ambiance très rude, en fait, de cette ville. Je crois que ça a comme cristallisé justement ce besoin d'exprimer des émotions, comme si à travers le souvenir de cette ville, mes connaissances que j'ai au niveau de la situation géopolitique, ce que j'ai pu observer de la vie, par exemple, de ces poissonniers là-bas, ça m'a comme... Voilà, j'ai eu comme l'intuition que tout ça mis ensemble pouvait peut-être matérialiser ou imager quelque chose que je portais en moi. Mais je ne savais vraiment pas du tout vers quoi j'allais, en fait. C'était une exploration. Et d'ailleurs, j'ai même l'impression que parfois, certaines scènes du livre pourraient être agencées différemment, en fait, que l'ordre n'est finalement pas si important que ça, parce que c'est clairement un livre qui parle d'une atmosphère beaucoup plus que... Enfin, il n'y a pas mille aventures, vous l'avez bien dit au début, d'ailleurs. Il y a même beaucoup de lecteurs qui m'ont dit, mais en fait, il ne se passe rien dans ce texte. Donc... je pense que de manière générale, je suis
fascinée par les endroits aussi où il devrait y avoir de la vie et où il n'y en a pas. Et cette ville de Sokcho qui est beaucoup dans l'attente, d'une part peut-être de la fin d'une guerre qui officiellement est toujours en cours entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et qui est dans l'attente aussi de la haute saison estivale, puisque là, c'est une station qui est complètement bondée. En fait, c'est vraiment un des premiers lieux touristiques de la Corée du Sud. Mais en hiver, il n'y a plus personne, donc on a l'impression d'une ville fantôme. C'est vraiment comme un parc d'attractions vide. Et en même temps, un parc d'attractions, mais avec des barbelés et des militaires avec des mitraillettes sur la plage. Donc, cette tension permanente dans la vie réelle, elle m'avait énormément marquée. Et je pense qu'après, voilà, si ça s'est retrouvé comme ça dans mon texte, c'était très inconscient, mais je pense que c'est la preuve que simplement cette réalité m'avait complètement bouleversée. Merci. Peut-être une dernière question ici. Ensuite, on va ouvrir pour Andy et les autres. Et d'ailleurs, Kéran visite le No Man's Land, donc ce lieu, cet entre-deux froid qui s'envie. Et il va demander à la narratrice, c'est quand la dernière fois que vous êtes venue? Et elle n'est jamais venue, c'est pas un lieu touristique pour les locaux, c'est pas exotique. Donc, dernière question, c'est la question de la langue. Donc, évidemment, vous vivez dans un pays plurilingue où il y a des relations entre différents niveaux de pouvoir entre les langues. C'est la même chose au Canada. Et le rapport du français dans le texte est compliqué, parfois honteux. La narratrice comprend le français, mais essaie de le cacher à Kéran. Et évidemment, pour nous, ça nous demande un certain effort logique de comprendre parce que vous écrivez en français. Donc, il faut se rappeler qu'elle-même se refuse au français. Et il y a un épisode où elle essaie devant le miroir, je crois, de balbutier une phrase en français pour se débloquer. Elle s'effondre un peu dans son essai. Donc, est-ce que c'était important pour vous de travailler spécifiquement la question du français, de la langue, dans cette situation à Sokcho? C'est une question qui me touche beaucoup et je vous remercie de me la poser parce qu'elle est fondamentale dans beaucoup de ce que j'écris. Parce que, comme je l'ai dit avant, en fait, j'ai commencé à écrire pour tout ce que je ne suis plus capable d'exprimer en coréen, qui est vraiment ma langue maternelle, que je parlais bien mieux que le français pendant des années. Et le fait de n'avoir le français, disons, je peux m'exprimer en coréen, en allemand, en anglais, en français, mais je ne peux vraiment écrire qu'en français. En tout cas, alors, si je veux écrire quelque chose qui soit autre chose que voilà, de la pure information, donc, en l'occurrence des romans, des histoires. Et ce premier roman, comme finalement les personnages parlent différentes langues sauf le français, mais le fait qu'il soit écrit que en français et que je n'ai jamais mis de mots dans l'autre langue, en fait, m'a mise dans un processus d'auto-traduction permanent au cours de l'écriture. J'imaginais vraiment les dialogues dans ma tête, ils résonnaient en coréen ou alors en anglais, mais je les transposais tout de suite en français. Et ça créait déjà, au moment même de l'écriture, une forme de distance avec ce qu'il se dit. Et cette espèce de malaise que j'avais vis-à-vis de mon premier outil, en fait, voilà, la langue française, je crois que ça a aussi induit le fait que les personnages n'aient pas de longs discours entre eux, parce que je ne pouvais finalement leur faire dire que ce que moi-même je peux dire finalement dans une autre langue. Et je suis évidemment moins à l'aise dans une autre langue qu'en français. Donc, à ça, il s'ajoutait aussi le malaise plus intime, je crois, lié à la langue française, vis-à-vis de laquelle j'avais presque une forme de colère, parce que des fois, je me disais, mais c'est à cause du français que je ne parle plus coréen. Et je pensais ça en aimant profondément le français. Donc, c'était vraiment un paradoxe qui je pense, a d'une part influencé l'écriture, mais se retrouve vraiment en tout cas dans mon deuxième roman aussi, et je l'ai même thématisé comme thématique centrale, le fait que
les grands-parents de la narratrice qui vivent au Japon refusent de parler japonais parce que c'est la langue de l'ancien occupant, mais pourtant ils vivent dans ce pays. Et c'est ce que leur petite fille, qui elle vient de Suisse et du coup a appris le japonais, essaye de leur faire comprendre, et eux refusent de parler japonais avec elle. Donc, ça, c'est vrai que ce sont des choses que j'ai vécues en Suisse, plus entre le coréen et l'allemand, mais qui du coup m'imprègnent vraiment dans mon rapport au français. Et ensuite, c'est vrai que je suis aussi très sensible à la question même plus politique du français vis-à-vis de moi-même, mais aussi dans le monde, puisque j'ai la chance d'avoir une grande présence en tant qu'auteur en France, en tout cas. Et là-bas, souvent, on me considère comme une auteure française. Et j'ai à chaque fois presque un plaisir, en fait, d'avoir Enfin, je n'hésite jamais à rappeler que, en fait, bien sûr, je suis française, mais je suis aussi suissesse. Et je pense que j'écris bien plus depuis la Suisse francophone, avec tout ce que ça implique comme bagage culturel, que depuis la France francophone. Parce qu'à mon avis, vraiment, je pense que depuis la Suisse, en tant que Suisse francophone, on a un regard et je pense une forme d'humilité vis-à-vis de la langue qui est plus forte qu'en France, puisqu'on est toujours confronté à l'altérité, à la langue de l'autre. Dans le même pays, on ne sait jamais quand on croise quelqu'un, finalement, dans quelle langue on va parler. Et pour moi qui porte ça en moi vis-à-vis de ma famille, je trouve que ce soit au niveau national, c'est très beau et précieux et même, je dirais, fondamental. Enfin, je suis complètement pour la pluralité des langues et la défense d'une francophonie et surtout pas d'une forme de français francophone de France centralisée. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça autrement, mais c'est vrai qu'en tant qu'auteur, j'y suis beaucoup confrontée et ça m'oblige à réfléchir à ça très souvent, en fait. C'est vrai que de Rousseau, Sandra, Bouvier, les auteurs suisses se font changer leur identité lorsqu'ils ont du succès. Donc, je suis content de savoir que vous défendez votre identité parce que, évidemment, ici à Vancouver, en milieu bilingue, mais minoritaire francophone, c'est une question qui est présente pour nos étudiants, de savoir quel est le rôle du français dans leur vie et qu'est-ce qu'ils doivent maintenir ou développer. Donc, je pense que ça va être une question importante pour tout le monde ici. J'en profite pour ouvrir la discussion à tout le monde. Donc, si vous avez des questions, il suffit de lever la main. Donc, pour lever la main, vous pouvez aller dans Réaction en bas et si vous cliquez sur le bouton, vous allez voir Raise Hand. Et ça me permet de voir l'ordre des participants. Je sais que Andy voulait commencer, donc c'est à vous. Ok, bonjour, merci beaucoup à l'Alliance française pour cette occasion. Alors, je voulais retourner sur les questions de narratrice et puis les caractères et puis un roman autobiographique. En général, c'est peut-être que je vais compliquer cet aspect du livre, mais je me demandais si les deux caractères, le premier personnage et puis 40, ils sont les deux côtés d'une même personne, deux subjectivités qui se sont pas réconciliées peut-être, et que l'apparition des couleurs dans le carnet, c'est peut-être une sorte de réconciliation entre ces deux subjectivités d'une même personne, qui est peut-être l'écrivaine, peut-être, je voulais juste savoir. Merci. Merci pour votre question. Alors, je peux répondre du point de vue de la construction de mes personnages et moins du point de vue vraiment intime, puisque là, je pense que ce serait quelque chose de presque psychanalytique que je ne maîtrise absolument pas et dont je ne suis probablement même pas consciente. Par contre, ce qui est certain, et je précise que je ne m'identifie pas du tout à la narratrice, par exemple. Pour moi, c'est vraiment un personnage voilà, de fiction, même si ça parle en jeu et qu'il y a des formes de similitude. Vraiment, c'est très détaché de moi. Et en revanche, je pense que je me sens peut-être, par exemple, là, personnellement, en tant qu'auteur, plus proche du personnage de Kéran, parce que à lui, j'ai prêté tout un questionnement autour de la création artistique, ou le fait de raconter une histoire, par exemple, et comment commencer, comment terminer, qu'est-ce que ça raconte, quelle est la légitimité aussi qu'on a de publier ou de dire des choses. Et ce sont toujours des questionnements que j'ai vraiment à chaque fois que je me lance dans un projet d'écriture. Et
Et c'est évident que si lui porte une part de mon questionnement, la narratrice aussi, mais tout comme tous les autres personnages, en fait. J'ai vraiment l'impression que, je pense que quand j'écris un texte, autant l'atmosphère d'un lieu que la description d'un meuble, que l'action d'un personnage parle tout autant de moi, dans le sens où ce qui vient, c'est vraiment le fruit d'une forme d'amalgame de ce qui me marque dans ma propre vie, mais qu'ensuite, je ne sais pas comment exprimer mieux que je métabolise pour en faire un univers qui est évidemment complètement imprégné de moi et à la fois très distant, en fait. Mais votre question plus précise sur la subjectivité des deux personnages, oui, je pense que si dans leur rencontre, il se passe autant de choses fortes, jusqu'à, par exemple, faire naître des couleurs alors qu'il n'a jamais dessiné avec de la couleur, et le fait qu'elle se reconnaisse comme ayant été le modèle, ça montre que finalement, au contact l'un de l'autre, ils ont trouvé quelque chose de profondément essentiel. Ça a comme débloqué quelque chose. Et finalement, même s'ils étaient peut-être très, très différents, ils avaient aussi beaucoup, je pense, de points communs, ou en tout cas une forme de grande solitude intérieure dans laquelle ils se sont mutuellement reconnus. Et là, oui, je pense que vous avez parfaitement raison. Et merci beaucoup. Et puisque vous avez localisé votre roman dans une région frontalière, je voulais savoir s'il s'agit d'un personnage qui appartient à l'autofiction et puis l'autre à l'autobiographie, qui est 40. Est-ce qu'on peut le dire? Pour moi, il n'y a rien d'autofictif, en fait, dans ce livre. Et vraiment, bien sûr, il y a ce bagage de la Corée et de la France, le fait que cette narratrice soit eurasienne. Mais je n'ai vraiment jamais considéré ce livre comme de l'autofiction dans le sens où je n'ai jamais, en tout cas délibérément, inséré des choses que j'aurais transformées ou pas en me disant « Ah tiens, ça vient vraiment de ma vie ». Il n'y a aucune référence directe à ma biographie, en fait. Vraiment pas. Voilà, c'est vraiment une histoire qui se passe en Extrême-Orient. Moi, je connais ce pays que par des voyages. Je ne suis vraiment pas née là-bas. Je n'ai aucun lien avec une parenté de poissonnier. Donc, non, pour moi, c'est vrai que ce sont des questions évidemment auxquelles je suis sensible, puisqu'on me pose vraiment, et c'est évident, toujours la question. Mais c'est une évidence pour moi, même depuis le moment de l'écriture, que c'est de la fiction, en fait. Est-ce que quelqu'un voudrait continuer la discussion, poser des questions? Oui, Alice. Alors, bonjour Elisa. Alors tout d'abord, j'ai adoré votre livre qui était vraiment très très beau. Et je voulais savoir, par rapport à vos inspirations, quelle relation vous entretenez à Marguerite Duras, parce que votre livre m'a beaucoup fait penser à L'Amant, pas, sans qu'il soit... il y avait beaucoup d'éléments qui me faisaient penser à ce livre. Et donc, je voulais savoir quelle relation vous entretenez aux œuvres de Marguerite Duras. Voilà. Merci pour votre question. C'est aussi une question qui résonne particulièrement parce que L'Amant a effectivement accompagné vraiment tout le processus d'écriture de ce roman-là. C'est un roman que j'ai écrit entre 17 et 21 ans, donc j'étais, je dirais, à la fin de l'adolescence, dans un grand questionnement, je pense, voilà, identitaire à beaucoup de niveaux. Et ça a été aussi le moment où j'ai découvert l'œuvre de Marguerite Duras. Enfin, que j'ai découvert un tout petit peu avant d'ailleurs, mais au début du lycée, où on sort d'un enseignement du français qui est plutôt de l'ordre du juste ou faux, avec, je sais pas, l'orthographe, la conjugaison, ces choses-là. Et en littérature, j'avais lu des choses beaucoup plus classiques, en fait, jusqu'à ce moment. Et tout d'un coup, et c'était vraiment par moi-même, un hasard, j'ai vu ce livre dans la bibliothèque et j'ai commencé à le lire.
Il m'a tellement frappée que je connais vraiment le même ligne typique par cœur où elle commence en disant un jour, j'étais âgée déjà. Dans le hall d'un lieu public, un homme est venu vers moi. Il s'est fait connaître, puis il m'a dit « Je vous connais depuis toujours. Je suis venue pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. » Et je devais avoir 14 ans, ouais, 14-15 ans. J'ai buté sur « Je suis venue pour vous dire que pour moi, je vous trouve. » Il n'y avait pas de ponctuation, il y avait cette répétition du pour. Et puis je me suis dit comme ça, mais c'est faux. Enfin, on ne peut pas écrire comme ça en fait. Et juste après, je me suis dit, mais en fin de compte, pourquoi ce serait faux? Puisque d'une part, je comprends, je visualise la scène, enfin, je crois. Et d'autre part, il y a comme un rythme qui semble en adéquation totale avec quelque chose que, je ne sais pas, là, je crois que je suis en train d'écrire un peu le mystère de quand on lit un texte qui semble écrit pour soi. Donc, je ne vais pas m'aventurer plus loin parce que ça reste vraiment mystérieux. Mais ça a été un des premiers chocs littéraires pour moi. Et au-delà de ça, je me suis, je crois, beaucoup reconnue dans peut-être la jeune Marguerite Duras qu'elle a été. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'à partir de là, j'ai lu, je crois, son œuvre complète, des biographies et tout. Et tout d'un coup, j'ai complètement saturé. Donc maintenant, il m'a fallu un moment avant de pouvoir relire un peu Marguerite Duras. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, j'étais vraiment habitée par sa voix. À tel point d'ailleurs qu'elle a tellement une voix incantatoire parfois que je me rendais compte qu'il fallait que je fasse attention de ne pas, malgré moi, faire comme elle, en fait. Parce qu'on peut vite être dans comme des tics d'écriture où on imite. Et puis, voilà, mais en tout cas, oui, ça m'habitait. Je suis très touchée que vous ayez vu à ce point ce lien tout de suite parce que c'est pour moi une belle façon de lui rendre un hommage, du coup. Moi, c'est cette phrase il ne connaîtrait jamais Sokcho comme moi, qui me rappelait tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. Donc, j'avais eu une impression semblable. Donc, merci. C'est drôle parce que Hiroshima, mon amour, je l'ai découvert après Hiver à Sokcho. Donc, voilà, vous étiez habité par Marguerite Duras. Donc, merci beaucoup, Alice. Prochaine question, prochain commentaire. Et même si vous n'avez pas lu le livre, si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous pouvez tout à fait lever la main. Oui, Jennifer. Je ne vous entends pas, moi, par contre. Non? Là, je crois, oui, c'est bon. Ok, attends 2 secondes. C'est toujours le problème avec ces trucs. Hein. C'est cet ordinateur, Fanny connaît le problème. En tout cas, désolé. Je disais que j'ai adoré le livre. Merci. Et c'est absolument super d'être capable de participer dans une discussion d'un bout du monde à l'autre. Et c'est vraiment, je remercie à l'Alliance française et UBC et toutes les associations qui nous aident à faire ça. Alors, et l'autrice, bien sûr. J'aimerais pousser la question de Andy qui débordait le côté autofictif peut-être. Quand j'ai lu le livre, et peut-être que c'est juste moi, mais l'impression à moi, c'était que la colère et la frustration du personnage principal, c'était si fort que ça dépassait le personnage. J'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose qui venait d'un endroit profond en vous. Alors, et j'ai ressenti ce petit lien peut-être autofictif, mais peut-être pas dans les faits de l'histoire, mais dans le côté émotif. Est-ce que je passe au côté de la plaque? Je pense que non, en fait, pas du tout. Ou alors plutôt, vous êtes dans quelque chose de très juste par rapport à mon propre ressenti. Mais à la fois, j'aurais envie de dire que si cet aspect de l'autofiction, si on peut appeler une forme d'autofiction
l'imprégnation d'un texte, d'émotion de l'auteur, j'aurais envie de dire que tous les romans sont d'une certaine manière autofictifs, enfin plus ou moins, parce que d'une part, on écrit sur des sujets qui, en général, nous touchent d'une manière ou d'une autre. On a un regard qui est quand même, voilà, qui est le nôtre, enfin, qui est très personnel à chaque fois. Et je pense que c'est quasiment impossible de se détacher complètement de qui on est pour écrire, en fait. En tout cas, de mon point de vue. Après, disons que j'ai l'impression que la question de l'autofiction, elle est tellement vaste, de toute façon, que je pense que je suis assez mal placée pour finalement répondre à ça, parce que c'est peut-être plus justement le domaine de la réception, de la critique, d'analyser en fait ce que le texte provoque. Et puis, j'ai l'impression qu'à partir du moment où on reste vraiment proche du texte, rien ne peut être faux en soi, puisque en tout cas, dans mon point de vue, c'est le texte qui devrait parler avant tout. Et c'est aussi souvent la raison pour laquelle j'ai des fois l'impression de n'avoir rien à dire, en fait, que tout est dit dans le texte, et puis que ensuite, que finalement, j'en apprends autant par des questions comme les vôtres ce soir que si je lisais le texte de quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, j'ai l'impression que je réponds très mal, ou pas du tout bien, mais je ne peux pas répondre mieux, je crois, à cette question. Est-ce que vous trouvez que le processus d'écrire ce livre et les autres livres que je n'ai pas encore lus, mais je suis très tentée de lire, est-ce que ce processus change quelque chose en vous-même? Oui, bien sûr. Par exemple, plus j'avance dans l'écriture de projet en projet, moins c'est important la question identitaire en moi. Finalement, aujourd'hui, je m'en fiche un peu de savoir si je suis d'ici ou de là, si je me sens plus suissesse, française, coréenne. D'une part, il y a ça, parce que j'ai l'impression que c'est à travers l'écriture que je me crée comme mon territoire personnel dans lequel je me reconnais, en fait. Du coup, un territoire qui est immatériel et qui n'est pas lié à une géographie spécifique, qui est par contre clairement lié à la langue et à l'expression, à la communication. Je pense que l'écriture apprend. C'est un peu une épreuve de patience pour moi, parce que j'écris très lentement, je doute évidemment toujours, en fait, à chaque phrase, je ne sais pas ce que ça va dire, si je suis dans quelque chose qui va prendre forme ou pas. Ça m'apprend aussi à prendre conscience du fait que les moments de non-écriture, de vide, sont tout autant importants que les moments d'écriture, par exemple. Parce que j'ai vraiment besoin de me nourrir, de remplir ma vie de choses qui n'ont rien à voir avec la littérature pour pouvoir ensuite écrire. Sinon je me sens sèche de l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose d'un peu bizarre avec ça. Et c'est jamais évident quand par exemple, je vis de l'écriture et quand pendant plusieurs semaines, je me dis il faut absolument que je travaille, que je fasse quelque chose, enfin voilà, que ma vie quasiment en dépend d'une certaine manière, et qu'en fait, absolument rien ne vient, ou tout est mauvais. Enfin, des fois, c'est paniquant parce que je me dis, mais mon Dieu, en fait, je suis plus du tout capable de quoi que ce soit, il faut que je fasse autre chose. Et tout d'un coup, il y a ce moment de déclic où il y a un bout de phrase, de texte ou une image où c'est très ténu, c'est vraiment un tout petit truc qui tout d'un coup apparaît et qui me donne la certitude que là, j'ai quelque chose qui va me permettre de créer un roman ou une pièce de théâtre ou un scénario, mais en tout cas, quelque chose qui va me tenir suffisamment fort, je dirais même, pour l'expression, me prendre aux tripes, en fait, et me permettre de garder cette énergie pendant toutes les années qu'ensuite le projet va prendre jusqu'au point final. Je trouve qu'avec les projets créatifs, c'est vraiment l'équilibre en soi
ça va avoir des moments où tu es vraiment immersé dans le projet et tout le reste du monde n'existe pas quand tu es dans le flow. Et aussi avoir du temps et des moments complètement séparés. Et c'est comme ça pour moi, je trouve un équilibre, sinon je n'avance pas non plus. Alors, je comprends. Alors, merci beaucoup pour le livre et les réponses, et c'était un vrai plaisir. Merci. Je crois qu'il y a Andy. Oui, il y a Andy, donc. Ok, je voulais juste savoir d'où vient ce malaise entre les deux personnages. Alors, je pense que ce malaise, il vient de beaucoup de choses qui se mélangent avec tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, en fait, autant de mon propre malaise vis-à-vis de la langue, du malaise culturel, en fait, ou disons du sentiment d'étrangeté que j'avais d'un bout à l'autre de la planète. Peut-être que plus spécifiquement à Hiver à Sokcho, il y a aussi un malaise entre ces deux personnages qui est lié vraiment à leur culture respective, puisque cette fille, elle est née en Corée, donc elle ne connaît que finalement la culture vraiment extrême orientale où le fait de faire garder la face à l'autre est primordial. Il vaut mieux être hypocrite et ne pas dire ce qu'on pense plutôt que de risquer de heurter, par exemple. Alors que ce Kéran, il vient de la France, et puis lui, il est plus... il parle vraiment sans... Il ne se rend pas forcément compte en fait, de l'impact de son propos sur la narratrice. Et par exemple, le fait qu'il refuse de manger ce qu'elle lui offre, c'est une insulte immense pour elle, puisque en Corée, culturellement, le fait de cuisiner pour quelqu'un, c'est considéré comme une déclaration d'amour. Vraiment, les gens ne se disent pas je t'aime, mais ils s'offrent à manger, et c'est vraiment un langage qui est différent de ce qui se fait, par exemple, en France, en tout cas. Enfin, bien sûr, la nourriture est tout autant importante, mais avec des codes un peu différents. Et je pense que ça crée aussi, ça entretient cette forme de communication heurtée, cette distance, et quelque chose qui n'est pas aisé en tout cas. Merci. Je propose qu'on passe à Grace et ensuite Alice. Bonjour Alissa, et merci. Moi aussi, j'ai adoré le roman et j'ai un commentaire et après une question. Quand vous savez décrire de la violence et de la frustration de la narratrice, c'était très fort pour moi aussi parce que en fait, j'étais presque triste quand j'ai lu ce livre parce que c'est comme le texte me transportait à l'époque quand j'étais beaucoup plus jeune, même quand j'étais adolescent, et comment j'ai manqué la confiance en moi et comment, par exemple, Coran était un homme qui a ce pouvoir sur elle et comment elle a essayé vraiment de lui plaire. Je suis désolée, j'apprends le français, donc je dois essayer d'écrire ce que mais ça, c'est très... Je ressentais vraiment cet sentiment que la narratrice ressentit. Et si je ne me trompe pas, vous parlez comment... vous avez dit que votre langue maternelle est coréenne. Et comment, quand vous avez écrit le livre, vous pensez au début en coréen et après, vous avez traduit le texte en français. Et ça, c'était vraiment étonné pour moi parce que je sais que vous avez
habité en France et en Suisse depuis très longtemps. Moi aussi, ma première langue est chinois et après l'anglais. Et pour moi, par exemple, l'anglais, c'est la langue pour le travail. Et quand le sujet s'agit de quelque chose d'émotionnel, je réponds en chinois, mais même un peu en français maintenant. Mais je me demande, ma question est, est-ce que quand vous pensez quelque chose de personnel et de émotionnel, est-ce que c'est toujours en coréen ou est-ce que vous arrivez parfois ou souvent de les penser en français? Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage de lecture qui me touche beaucoup aussi et pour votre français qui est impressionnant, je trouve, malgré ce que vous en dites. Je crois que plus le temps passe, plus le coréen devient lointain pour moi. Même si je le comprends vraiment bien et si je retourne en Corée en quelques jours, tout redevient vraiment fluide. Si je parle avec ma famille aussi, il faut un moment, mais ensuite, c'est comme si c'était simplement réveillé et qu'il y a quelque chose qui réveille tout. Et à ce moment-là, je me sens très différente quand je parle en coréen. Et le moment où je commence à repenser en coréen, c'est des moments où justement je suis vraiment entourée de la langue coréenne. Mais sinon, dans mon quotidien, je dirais que c'est vraiment le français qui est ma langue. Le coréen est ma langue maternelle, mais le français est ma langue paternelle. Et elle est évidemment tout autant présente. Et puis maintenant, c'est vraiment la langue, oui, dans laquelle qui m'habite, oui, avec le plus de... Autant ma langue émotionnelle que finalement argumentative ou quoi que ce soit d'autre en fait dans les domaines de la vie. Mais c'est vrai que par contre, au moment où j'écrivais Hiver à Sokcho, j'étais beaucoup plus imprégnée du coréen puisque je venais d'y passer plusieurs mois. J'y allais vraiment quasiment 6 mois par année depuis plusieurs années. Et donc, c'était très naturel en fait de penser les dialogues en coréen. Je pense que si j'écrivais ce roman aujourd'hui, ce serait la même chose, puisque ce sont des dialogues qui sont finalement très basiques, en fait, très familiers. Et c'est quand même le genre d'échange qui finalement, que j'ai très souvent au sein même de ma famille aujourd'hui. J'ai aussi été très touchée par ce que vous disiez par rapport au fait que vous vous étiez reconnue en tant que jeune femme dans la narratrice, parce que je m'aperçois aujourd'hui que je rencontre un certain nombre pas mal de classes, par exemple, de lycéens. Et c'est un roman qui a vraiment beaucoup, beaucoup de succès auprès de ces jeunes-là. Et je crois que, une des raisons, ça doit être le fait que je l'ai écrit quand j'avais plus ou moins leur âge. Et j'ai vraiment mis dedans, je crois, vous parlez de violence et de colère. Et je pense toute cette énergie-là, ou ce questionnement, ou cette révolte que j'avais à cet âge, je pense en tant que femme dans une société très marquée par l'apparence, par l'image, par des formes de dictat. Et c'est extrêmement fort en Corée, avec aussi l'omniprésence de la chirurgie esthétique. Et j'étais en Corée à ces années-là. Donc je voyais vraiment que dans les salles de classe et tout ça, il y avait vraiment partout des affiches de prévention du suicide et juste à côté, des publicités de visage avant, après la chirurgie. Et puis, la plupart de mes collègues allaient se faire offrir une opération de visage à la fin de leurs études. Et puis, c'était vraiment quelque chose qui me choquait en tant que Suissesse, où la question était présente, mais très, très, très différente, évidemment. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci Grace. Alice?
Oui, alors moi, c'était pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit sur la cuisine, parce que la nourriture a une très grande importance dans le livre. Mais personnellement, il me manquait un peu des connaissances culturelles parce que la narratrice cuisine énormément. Et de l'extérieur, j'ai l'impression que ce sont des plats assez sophistiqués, assez raffinés, mais n'ayant pas la connaissance de la cuisine de Corée du Sud, je voulais savoir, en fait, qu'est-ce qu'elle cuisine? Est-ce que vous décrivez des plats qui sont quotidiens ou est-ce que elle essaye de faire des choses extraordinaires pour, euh, pour le dessinateur? Non, alors globalement, ce sont des plats très quotidiens et en fait pas spécialement compliqués. Il faut juste que je me rappelle maintenant de ce qu'elle cuisine. Je crois qu'il y a des soupes d'algues, du poulpe un peu, voilà, un peu à toutes les sauces. Et non, ce sont vraiment, en tout cas, des choses que j'ai pu manger au quotidien dans ma famille. Par contre, il y a effectivement, il y a 2 plats, je pense, que j'ai vraiment développé spécifiquement, non, 3, dans ce livre, en ayant la volonté de les utiliser comme élément narratif particulier. Le premier, c'est le fugu, qui est plutôt connu au Japon comme élément culinaire vraiment très raffiné parce qu'il faut faire des années de formation pour pouvoir cuisiner, tout ça, puisque c'est un poison, enfin, il renferme un poison extrêmement mortel en fait. Et, j'avais envie, à travers cet élément-là, de montrer les enjeux un peu de hiérarchie entre la mère et la fille. La mère qui cuisine ce poisson, la fille aussi, mais sans l'information. Et ça permettait aussi d'amener une forme de tension vis-à-vis de la relation avec Kéran. Est-ce qu'il mangera ou pas et pourquoi elle présente ça? Voilà, donc ça, c'était quelque chose que j'ai choisi, mais en fait, principalement comme élément narratif et littéraire, et enfin, comme un outil qui me permettait d'exprimer des choses auprès des personnages, plutôt que comme quoi que ce soit de culturel en Corée, même si on cuisine aussi du fugu en Corée. La deuxième chose qui est pas du tout traditionnelle, c'est les spaghettis à la crème qu'elle mange, mais la Corée est très friande de tout ce qui est américanisé ou occidentalisé. Et, bon, je crois un peu comme partout sur la planète, maintenant on trouve des pizzerias partout, mais à la coréenne, on va dire. Donc il y a quand même du kimchi et des sauces coréennes un peu partout. Mais donc là, elle le fait pour clairement essayer de contenter Kéran. Et puis la dernière chose qui est par contre alors très répandue en Corée, c'est le boudin de sèche, dont la mère est une des spécialistes. Ça, c'est vraiment une grande spécialité à Sokcho, mais c'est un plat aussi très courant. Et là, juste pour la petite anecdote, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant de commencer à écrire ce livre. Et j'avais envie par moment que la cuisine soit très présente. J'en ai fait des plats que personnellement, par exemple, j'adore, ou voilà, qui font tellement partie de mon quotidien que c'était une évidence que je les inscrive dans ce roman-là. Mais j'ai aussi fait des recherches pour chercher les plats qui me dégoûtent le plus, pour pouvoir justement un peu m'amuser aussi, parce que parfois je m'amuse quand même quand j'écris, mais aussi pour, je sais pas, susciter une forme de dégoût vis-à-vis de la nourriture. Et je suis tombée sur cette spécialité de Sokcho où c'est du boudin fourré aux tripes de poisson et au foie cru, et puis il y a plein de choses comme ça qui moi, me rebutaient un peu, enfin même beaucoup en tout cas sur le papier. Et je l'ai inséré dans ce livre. Et ce qui a été très drôle et une bonne leçon pour moi, c'est que le livre a eu la chance d'être traduit notamment en coréen, assez vite en fait après la parution. Et j'ai été reçue par le maire de Sokcho, dont la mère, je l'ai appris sur place, est cuisinière poissonnière et spécialiste de ce fameux boudin. Et donc, en fait, il m'a emmené dans tous les restaurants de la ville pour manger toutes ces spécialités que j'avais soigneusement choisies parce qu'elles me dégoûtaient totalement, en fait. Donc, c'était évidemment une occasion d'apprendre ce que c'est que vraiment jouer la comédie, on va dire ça comme ça. Et donc, vous dites que vous avez pensé ce rapport à la nourriture comme symbolique.
Et donc, moi, j'en avais relevé 2. Et c'était pour savoir si ça avait été anticipé de votre part. Le fait que le dessinateur refuse systématiquement de manger la nourriture coréenne et spécifiquement sa nourriture. Je l'avais vu comme une espèce de... Enfin, une barrière culturelle insurmontable entre les deux. Et ensuite, il y avait la presque boulimie de la narratrice, qui est dans un rapport presque, pas d'autodestruction, mais de rapport très complexe à son corps, vu qu'elle mange jusqu'à presque explosion, vu qu'il y a une scène où elle est par terre et elle régurgite ce qu'elle a mangé, tellement elle s'est goinfrée pour, on va dire, enfermer ses émotions. Et donc, je voulais savoir quel était comment est-ce que vous aviez envisagé ça lors du processus d'écriture? Est-ce que c'était anticipé ou pas du tout? Il y avait une part qui n'était pas anticipée, dans le sens où j'avais très peur de faire un texte un peu psychologisant, en fait, d'entrer dans la pensée de mes personnages, parce que je crois que je ne me sens pas vraiment capable de faire ça de manière bien, en tout cas. Et du coup, je me suis raccrochée à des éléments très concrets, en me disant que tout ce qui passe par le corps, les 5 sens, ça ne peut pas mentir ou trahir quelque chose de faux. Et c'est relativement universel. Enfin, à peu près tous les corps ont des sens et puis peuvent percevoir des choses. Et je me disais que ça pouvait être intéressant de faire exprimer les émotions de mes personnages à travers leur art respectif, le dessin pour Kéran, et pour la narratrice, en miroir, la cuisine. Par contre, elle a un rapport assez compliqué à la cuisine, puisque elle est quand même beaucoup rabaissée par sa mère. Elle a déjà très peu confiance en elle au début. Et puis, il y avait peut-être aussi des éléments symboliques entre le fait que sa mère, littéralement, la gave. En fait, vraiment physiquement, elle veut que cette fille mange parce qu'elle la trouve toujours trop maigre. Et puis à la fois au niveau plus métaphorique ou symbolique, cette mère elle a un poids vraiment sur cette fille. Et donc ça, c'était peut-être pour les éléments plus littéraires qui étaient quand même assez choisis. Mais il y avait aussi quelque chose d'inconscient dans le sens où, comme je voulais parler de la Corée, bah forcément, j'ai puisé dans tous les rapports que j'ai à la Corée. Et un des premiers et un des plus importants, c'est la nourriture. Puisque depuis ma naissance, j'ai toujours mangé coréen, même si je ne connaissais pas encore vraiment la Corée. Donc c'était assez évident pour moi que la nourriture aurait une place importante. Je pense que culturellement aussi, c'est tellement répandu, la nourriture, que si on lit un peu d'autres types de textes qui viennent d'Extrême-Orient ou dans les films aussi, moi, ça m'a toujours frappé le nombre de scènes de repas où on se parle d'aliments, alors que souvent, c'est assez peu présent, en tout cas dans ce que je lis de littérature, en tout cas française, par exemple. Et ça, je pense que c'est un élément, d'ailleurs, que j'ai pu constater même en Corée, dans la promotion du livre en coréen, puisque en Occident, on me pose presque toujours la question de cette omniprésence de la nourriture. Et en Corée, on ne m'a jamais posé une seule fois la question. Donc, je pense que c'est tellement normal pour eux qu'on posait d'autres types de questions. Et puis après, la question du trouble alimentaire, là aussi, je pense qu'il était assez naturel ou intuitif, puisque j'ai écrit ce texte vraiment à la fin de l'adolescence et j'avais été confrontée vraiment d'assez près finalement à la question, en tout cas des troubles alimentaires. Et puis finalement, en le voyant aussi répandu et à la fois aussi tabou autour de moi, et notamment en Corée du Sud où vraiment c'est vraiment, vraiment très, très, très présent, autant chez les hommes que chez les femmes, au point que ça me choque en fait. J'ai eu envie, je crois, d'en faire une caractéristique de mon personnage, pas de manière vraiment évidente. J'avais pas envie qu'on dise « Ah, c'est un livre sur, je sais pas, l'anorexie, la boulimie, par exemple », mais que par contre,
qu'on puisse y reconnaître des comportements qui clairement sont la marque d'une souffrance et d'une grande souffrance, d'autant plus que souvent elle est cachée. Et ouais, voilà, enfin, je crois que tout ça sont des éléments qui justifient, à mon sens, cette grande présence de la nourriture dans ce roman. Merci beaucoup. Merci Alice. Et je vous invite, parce que j'ai vérifié durant la lecture du livre, presque tous les plats présentés sont disponibles à Vancouver, parce qu'on a beaucoup de bons restaurants coréens. Donc, alors, il faut se rendre sur le terrain et les tester. On peut même avoir du sashimi de fugu dans les restaurants japonais, mais c'est rare. Mais en fait, toute la question de la nourriture et de la mise en scène du repas, il y a une tradition française plus discrète, mais c'est un sujet qui intéresse de plus en plus les critiques et qui a aussi un rapport, comme Elissa nous le mentionnait au début, compliqué avec aussi la question de l'orientalisme. Les grands, depuis Flaubert, donc c'est quelque chose, je suis certain, c'est important à travailler chez les écrivaines et les écrivains avec nuance, comme vous le faites. Certains des plats sont d'ailleurs ratés, ce qui désamorce un peu l'idéalisation de la cuisine, ce que j'ai trouvé intéressant. J'ai vu Patty avait une question plus tôt. Est-ce que vous voulez partager? Il faudra juste ouvrir votre micro. Non, merci. Elissa a vraiment répondu à mon question de la chirurgie esthétique et parce que ça je l'ai trouvé violent et alors, merci, tu as déjà répondu à ça. Mais aussi, je dois dire qu'au fin du livre, j'ai trouvé le suspense quand elle était en train de préparer le fugu. Je pensais, oh mais non, elle va le tuer avec le poisson. Mais je comprends maintenant, c'était plutôt une action de l'amour, de partager ça avec lui et aussi de montrer l'amour de sa mère aussi. C'était très bien. Merci beaucoup pour le livre. Je l'aimais beaucoup. Merci à vous. Et je vais juste réagir parce que il y a quelque chose qui me fait sourire. Parce que, en fait, je pense que vous avez une très bonne intuition en pensant qu'elle allait le tuer en préparant ce fugu. Parce qu'au début, dans mes toutes premières intentions, j'avais envie que cette narratrice devienne vraiment folle, mais presque au sens clinique du terme, et qu'elle aille jusqu'à empoisonner et tuer cet homme qui refuse de la voir, d'après elle en fait. Et puis ensuite, au fil de l'écriture, je suis arrivée inconsciemment à une version plus réaliste et à des troubles un peu plus modérés. Mais je pense que cette préparation du fugu à la fin, c'est vraiment un reste de cette première énergie que j'avais qui était beaucoup plus violente, je crois, encore que le résultat du roman que vous avez lu. Donc oui, c'était à la fois un geste d'amour, mais au départ, c'était plutôt meurtrier. Et d'ailleurs, l'étude du suspense en littérature est un domaine suisse, étudié à Lausanne. Donc, ça ne m'étonne pas que vous le maîtrisiez si bien. D'ailleurs, peut-être une dernière question parce qu'on va devoir se quitter. Est-ce que j'étais curieux pour pouvoir transmettre à nos étudiants ici sur le campus si l'étude de la littérature et le travail d'écrivaine sont deux voies que vous avez empruntées en commun ou si vous les avez considérées un peu comme deux voies qui bifurquaient, qui étaient à choisir? Alors, pour moi, ça a été un peu particulier parce qu'au départ, quand j'étais au lycée et que je devais choisir une voie d'études, c'était une évidence que j'allais étudier le français à l'université. J'étais vraiment passionnée et je me réjouissais énormément de continuer, je sais pas, des analyses de textes, des choses comme ça. Enfin, vraiment, c'était
une évidence et je pense que j'avais même eu des ambitions de me dire, ah bah, pourquoi pas même essayer d'aller jusqu'au doctorat et d'étudier vraiment des questions encore autres. Enfin voilà, donc, ça c'était évident. Et par contre, à ce même moment, j'ai commencé à écrire enfin, dans le cadre du lycée. Et, et je me suis aperçue que ça me nourrissait tellement que tant que je n'avais pas terminé ce processus de récit en fait, de mon voyage ou de mon rapport à la Corée, je ne pourrais rien faire d'autre. Et j'ai eu vraiment comme un peu un sentiment d'urgence à me dire, mais si je le mets en attente et qu'entre-temps je fais d'autres choses et que voilà, je le reprends plus tard, j'avais l'intuition que je ne le ferais jamais. Et, et je savais aussi que dans le cadre du lycée, je le terminerais parce que j'avais des échéances et le texte était évalué par mes professeurs. En fait, j'admire vraiment les écrivains qui d'eux-mêmes, sans autre pression que celle qu'ils se mettent eux-mêmes, écrivent et même des fois pendant des années et des années avant même d'être publiés, alors que eux, par contre, peuvent envoyer à tellement d'éditeurs. Et tout d'un coup, après 20 ans, il y a un livre qui paraît et là, ils connaissent un succès. Et... Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ça parce que je pense que je n'aurais pas écrit si je n'avais pas été vraiment encouragée souvent d'un bout à l'autre du processus. Et j'ai fait ma première partie d'études à l'Institut littéraire suisse, ce sont des études de lettres, mais vraiment axées sur la production littéraire. Et même la production littéraire en regard de plein d'autres formes artistiques. Et j'avais un cursus très interdisciplinaire, puisque en parallèle, je prenais des cours de théâtre, de photo, de cinéma. Et pour moi, l'écriture n'était même pas la chose centrale dans ma vie, en fait, à ce moment-là. Mais en même temps, c'est un cursus qui m'a complètement fascinée. Et à la fin de ce cursus-là, j'ai commencé à travailler comme comédienne. Et puis au bout d'une année, j'avais vraiment l'impression qu'il me manquait. J'avais trop de curiosité, en fait, et un besoin vraiment, je crois, d'aller à l'université pour approfondir des questions qui n'avaient été que effleurées dans le cadre de mon bachelor plus créatif. Et là, je me suis inscrite donc, dans ce master en français moderne à l'Université de Lausanne. Et j'ai passé 6 mois, mais qui m'ont tellement passionnée au niveau vraiment des cours, de ce que j'ai pu apprendre, de notions de l'histoire de la critique, de l'histoire littéraire, de découverte de textes contemporains. Enfin voilà, 1000 choses, des portes qui se sont ouvertes. Et en même temps, je me suis aperçue que j'étais absolument incapable d'écrire de manière littéraire en parallèle au séminaire que je devais produire et tout ça. Parce que, en fait, plus je me passionnais pour la critique, l'histoire de la critique ou de la réception, plus forcément je me comparais ou j'analysais ce que je faisais ou ce que j'avais fait jusqu'à ce moment-là. Et en fait, ça me paralysait vraiment. Je me disais, mais en fait, il y a tellement de gens qui produisent des chefs-d'œuvre monumentaux, c'est impossible d'écrire à côté de ça. Et si finalement j'ai interrompu mes études à l'université, c'était pas du tout un choix. Je pense que clairement, je serais allée jusqu'au bout parce que vraiment, ça me passionnait. Même si à ce moment-là, je n'écrivais plus. J'ai été obligée de les interrompre parce que mon roman, entre-temps, avait paru et j'ai continué finalement dans la voie de l'écriture. Mais je sais pas, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai l'impression que si j'avais continué des études universitaires vraiment poussées, peut-être que je n'écrirais plus de manière littéraire et peut-être que ça ne me manquerait pas du tout. Et puis en même temps, aujourd'hui, je m'estime chanceuse d'avoir interrompu mes études parce que je peux faire ce que je veux avec une totale liberté finalement. Et à la fois, j'ai souvent des frustrations, voire même des complexes parce que je me dis, mais j'ai l'impression en fait de ne pas avoir assez d'outils parfois. Et rien n'est irréversible dans ces domaines, heureusement, mais voilà, je pense que les expériences sont très différentes d'une personne à l'autre. J'ai aussi des amis auteurs qui ont, qui ont fait des études de lettres universitaires et qui en même temps sont vraiment qui écrivent en parallèle, d'autres pas du tout. Voilà. Pour moi, ça a été comme ça. Alors, merci beaucoup, Lisa Souhait-du-Sapin.
Je veux aussi remercier tout le monde d'être venu et je vous invite à continuer votre lecture avec Libye du Pachinko et Vladivostok Circus. Et je repasse la main à Fanny pour quelques derniers mots. C'est ça, je pense que les derniers mots seront simples. Le plus grand, c'est merci encore une fois d'avoir pris le temps de vous connecter, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. C'est vraiment un plaisir d'avoir ce moment privilégié pour vous rencontrer et puis d'avoir pu lire ce livre. Comme je disais, c'était une belle... un beau moment pour s'échapper aussi. Donc, c'est tout. Merci à tout le monde. Merci à Elisa d'avoir été présente aujourd'hui, à Vincent pour la modération, pour les questions et surtout aux participants, participantes pour vous être connectés. Et je tiens à rappeler que nous nous retrouverons. Donc, Elisa participe à une table ronde dans le cadre du Vancouver Writers Festival que nous diffuserons le 20 octobre. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ce moment-là pour en apprendre encore plus sur son travail. Merci à toutes et bonne soirée, Elisa, bonne nuit et bonne journée à tous les Vancouverois. Merci. Merci Fanny, et je voulais juste clore déjà aussi en vous remerciant de tout cœur Vincent pour cette modération, et aussi juste vous dire que j'ai quand même un certain nombre maintenant de rencontres littéraires depuis la publication de mon premier roman, et c'est extrêmement rare que ce soit aussi intéressant pour moi en fait, parce que je trouve que là les questions étaient vraiment centrées sur le texte et très littéraires aussi, et même de la part des étudiants et du public. Et pour moi, c'est très, très précieux. Donc, des moments comme ça sont vraiment riches. Alors, merci à vous toutes et tous pour votre intérêt et votre présence ce soir.